l'apparition de nouveaux modèles d'alimentation peut-elle signer la fin du repas partagé? C'est le thème du débat de ce soir, organisé grâce au groupe des jeunes mécènes du Collège des Bernardins, et j'en profite pour les remercier d'ailleurs. Le fait de manger, en effet, peut paraître banal. Pourtant, nous consacrons en moyenne à cette activité chaque jour en 2h30 et 15% de nos revenus. L'acte de manger en dit long à la fois sur notre culture, notre caractère, notre conception de la vie, nos relations sociales, mais aussi l'évolution de la société. L'homme pressé, si bien décrit par l'écrivain Paul Morand, ne prend plus le temps de savourer. Stressé, il a tendance à grignoter de manière compulsive ou à manger sur le pouce, ce qu'on pourrait appeler un vagabondage alimentaire. Ce vagabondage alimentaire met-il fin à la commensalité? Mangerons-nous encore ensemble demain? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités. Thierry Marx, bonjour. Vous êtes venu avec la tenue de circonstance. Vous avez un parcours étonnant que je me permets de rappeler pour nos téléspectateurs. Vous êtes rentré chez les Compagnons du Devoir en 1978, où vous avez obtenu un CAP de pâtissier, glacier et chocolatier. Mais à 18 ans, vous vous êtes engagé dans l'armée comme parachutiste dans l'infanterie de marine. Et c'est alors que vous vous êtes retrouvé casque bleu en 1980, durant la guerre du Liban, avant de rejoindre les phalanges libanaises. De retour en France en morceaux, selon vos propres termes. Vous avez été tour à tour vigile, transporteur de fonds, manutentionnaire. Puis, vous avez retrouvé vos premières amours, à savoir la cuisine. Vous avez été commis de cuisine avant d'être peu à peu remarqué et embauché dans des restaurants très prestigieux. Vous avez participé en tant que juré à la célèbre émission Top Chef sur M6 entre 2010 et 2014, qui a contribué davantage encore à votre popularité. Et depuis avril, vous êtes à la tête du Mandarin Oriental, de la restauration du Mandarin Oriental. Vous avez notamment ouvert en 2011 le Camélia, un comptoir à pâtisserie, et le restaurant Sur Mesure by Thierry Marx, qui, je le rappelle, a obtenu 2 étoiles en 2012 au guide Michelin. Et vous venez de publier L'homme positif. L'homme positif, on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce débat. Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Marc Albert. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'intitule « Vous, aux tables du pouvoir » et qui décrit davantage les relations entre la gastronomie et la politique, la diplomatie, devrais-je dire. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culinaire et des comportements alimentaires. Vous enseignez à l'Institut catholique de Paris et vous êtes également directeur de cabinet du président Damien Métropole. Mathieu Genieux-Dallier, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être parmi nous. Vous êtes professeur d'art classique, mais aussi chroniqueur gastronomique au guide Fooding. Vous animez une émission sur Radio Nova au titre éloquent, on en reparlera, Je mange, donc je suis, vaste programme. Et le principe, c'est d'inviter des personnalités, des acteurs dans un restaurant, d'interroger leur goût et de débattre avec eux de la cuisine d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Et enfin, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous ce soir Père Louis de Romanet. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé plusieurs années dans le Sud-Ouest, une région réputée pour sa bonne chère, n'est-ce pas? Et vous êtes aumônier de l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, mais aussi chanoine régulier de Saint-Augustin, et vous nous parlerez d'ailleurs de l'importance des repas dans les communautés religieuses. Alors, à l'occasion de l'exposition universelle de Milan qui vient d'ouvrir ses portes le 1er mai dernier, le pavillon du Saint-Siège a pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Et ce pavillon affiche ces 2 versets bibliques. Le premier « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » et le second « L'homme ne vit pas seulement de pain ». Alors, Père Louis de Romanet, pourquoi cette volonté du Vatican de souligner la double valeur du pain, à la fois nourriture du corps et nourriture de l'esprit? Le Saint-Siège essaye d'ouvrir chacun d'entre nous à l'homme à toutes ses dimensions. Elle rappelle d'abord, et elle nous rappelle à chacun d'entre nous qui avons la chance de pouvoir nous nourrir quotidiennement sans difficulté, que pour beaucoup d'hommes et de femmes sur notre planète, ce n'est pas le cas, et que de multiples personnes sont engagées concrètement à travers le monde pour que l'accès à l'eau, à l'alimentation, soit une réalité. D'une part, donne-nous notre pain de ce jour. C'est aussi le rappel que le pain est une réalité qui concerne chaque personne humaine et que de ce point de vue-là, c'est une réalité qui n'est pas anodine, mais c'est tout le sens de cette table ronde. Et puis, la citation « L'homme ne vit pas seulement de pain » nous rappelle aussi que la nourriture matérielle, fût-elle servie dans le meilleur restaurant du monde, si on la déguste seule et finalement sans amour, n'aura, je crois, qu'un impact assez réduit, et que l'être humain est aussi un être spirituel, et qu'il me semble, peut-être l'évoquerons-nous, que la dimension spirituelle du repas est l'une des composantes
qui donne à ce dernier une saveur unique. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, vous l'avez dit, tous les êtres humains sur cette planète ne mangent pas à leur faim et inversement, d'autres mangent trop ou mal. Thierry Marx, vous avez ouvert un laboratoire de recherche qui a pour vocation à la fois de réfléchir sur ce que sera la cuisine en 2050, vous nous en parlerez, et qui a aussi noué des partenariats avec des ONG sur la planète justement pour réfléchir sur ces questions. Oui, réfléchir, comprendre quelle cuisine pour 2050. Ça, c'est important de se poser déjà la question, parce que ça veut dire quelle agriculture. Est-ce que ce sera une agriculture plus raisonnée? Le père l'a évoqué, tout le monde ne mange pas à sa faim sur cette planète. Il faut savoir pourquoi et comment on peut remédier à cela. Le problème va être l'eau, on le sait. Donc il y a un tas de choses qu'il faut mettre en place. Réfléchir sur la cuisine, c'est aussi réfléchir sur le comportement à table. Manger mieux, mais manger moins pour certains. C'est important aussi de le dire. Et puis la cuisine comme lien social, ça c'est une dimension extrêmement importante, parce que finalement on connaît l'autre au travers de ce qu'il mange et au travers de ce qu'il nous propose. D'ailleurs, on le voit très bien dans certains quartiers où il y avait énormément de communautés. Finalement, c'était assez apaisé quand on acceptait de manger ce que fabriquait l'autre. Et ça, c'était intéressant. Et le jour où ça s'est délité un petit peu, on a vu un certain nombre de problématiques arriver. Donc, la cuisine, c'est important. La gastronomie, c'est important. Et surtout, c'est une planète assez large qu'il faut prendre en compte. Alors vous l'avez dit, la cuisine comme lien social, et d'ailleurs c'est l'un des thèmes de ce pavillon à l'exposition universelle, une nourriture à partager avec la valeur de partage, de solidarité. Alors le débat de ce soir s'intitule « À table ». Ce terme « table » a une dimension très symbolique, aux multiples significations. Ça peut être la table d'hôtel, ça peut être la plan de travail, ça peut être la table de cuisine, qui rappelle l'interdépendance justement des relations grâce auxquelles se construit une communauté. Jean-Marc Albert, vous qui vous êtes intéressé à la gastronomie à travers les âges, comment a évolué cet objet qu'est la table au fil des siècles? Quel est son sens et quelles sont ses dimensions symboliques? C'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez dit que manger était finalement un acte banal. Et je crois, paradoxalement, que c'est tout sauf un acte banal. C'est-à-dire que si manger consistait simplement à satisfaire un besoin physiologique, je suis sûr qu'on ne serait même pas là pour en parler. C'est justement parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un geste presque anthropologique dans la mesure où vous faites vôtre ce qui est autre. Et ingurgiter une nourriture nécessite donc tout un code, tout un rituel, toute une spiritualité, comme vous l'avez dit, tout un sens avec un code social, et ce qui explique que finalement, manger relève davantage de l'art, de la mise en scène de soi et des autres autour de la table. Et ça, j'ai pu le constater avec mes étudiants quand nous avons travaillé sur l'origine, notamment des banquets. C'est une grande permanence de l'histoire de la table. C'est que la table comme outil de rassemblement, la table comme outil aussi de hiérarchisation, parce qu'on n'est pas placé n'importe comment et on ne mange pas n'importe quoi à table, eh bien c'est quelque chose qui nous gouverne depuis les banquets mésopotamiens, j'ai envie de dire jusqu'aujourd'hui, les repas des hommes politiques actuels. Alors, il y a le repas des hommes politiques, mais il y a aussi le repas de tout un chacun. Et pour tout un chacun, vous disiez effectivement, vous dites, pardon, vous avez raison, c'est un acte qui est censé ne pas être banal. Pourtant, peu d'entre nous, il faut le reconnaître aujourd'hui, en tout cas dans la vie active, ont le temps de réserver un vrai créneau consacré à l'activité de manger. Mathieu Jonieux-Dallier, pourquoi est-ce que c'est important de manger ensemble? Pourquoi est-ce un besoin? Et est-ce que ce modèle-là vous paraît en danger? Pour moi, en tant que chroniqueur gastronomique, je passe mon temps à aller manger seul au restaurant. Donc, c'est une drôle de manière d'aborder ça. Et du coup, ce rapport, en tout cas frontal au cuisinier, que j'ai, n'est pas tout à fait le rapport de l'alimentation en général. C'est certain que, pour rejoindre ce que disent nous tous autour de la table, manger, c'est accepter, en gros, de fermer les yeux et d'être traversé par quelque chose qui a été préparé par autrui. Et pour ça, il faut beaucoup de confiance. Et je pense que lorsqu'on voyage, ce qu'on souhaite, c'est d'abord parfois par la bouche, comme quand... Enfin, il y a quelque chose de très régressif par la cuisine. Donc je sais plus... J'ai perdu un fil un morceau de la question. Ce modèle du manger ensemble, alors malheureusement, vous, il arrive de manger seul, on comprend pour des raisons professionnelles, pour tester des restaurants, mais est-ce que ce modèle du manger ensemble vous paraît aujourd'hui en danger? Les grandes villes n'aident pas. Les temps que nous avons tous le midi découpés avec les tickets restaurants qu'on nous donne pour aller acheter un morceau de quelque chose sans faire de publicité à droite ou à gauche n'aident pas. Les familles qui n'ont plus forcément beaucoup de place ou qui sont parfois en 2 morceaux ou 3 morceaux, ça n'aide pas non plus. Donc en fait, ça devient un peu un événement, les repas de famille, où on est plus que 2, 3 ou 4 à table. Je pense que les familles nombreuses qui ont le loisir de manger ensemble 2 fois par jour sont devenues très rares, d'où le fait que ça fasse aussi événement. Mais on voit bien que la société de consommation s'empare de ça et que les supermarchés, par exemple,
offre de quoi se faire des repas quasi en solitaire, bien tristes, pour relativement peu cher. Et pourtant, c'est là où il y a des grosses marges. On peut manger un triste sandwich tout seul, vite fait sur un banc avant de rejoindre son travail. Pourtant, la table, c'est un lieu de partage. Le pape François invite des pauvres et des prisonniers à sa table. De votre côté, Thierry Marx, vous avez mené plusieurs actions dans les prisons. Depuis 2002, vous intervenez en milieu carcéral pour y transmettre votre savoir-faire. Et depuis 2012, vous permettez aux détenus de Poissy qu'ils souhaitent de bénéficier d'une formation en bac professionnel restauration. Est-ce que la cuisine est, selon vous, un lien naturel et social qui peut rassembler les hommes ? La cuisine et la table permettent de poser le cadre et de poser le cadre en paix. Et c'est ce qui est le plus important. Et ce que nous construisons, que ce soit la prison centrale de Poissy ou ailleurs, c'est, je vais employer quelque chose qui peut déranger, mais qu'est-ce que je vais faire avec la table de mon ennemi ? C'est essayer de faire se rencontrer des gens qui ne sont pas forcément faits pour se rencontrer, de se poser, de cuisiner ensemble, de partager ce que nous avons cuisiné. Certains y voient le projet professionnel, d'autres un apaisement pour parler avec l'autre, soit avec une autorité en place, qui est l'autorité de l'administration pénitentiaire, soit pour essayer de comprendre le voisin de détention. Et puis les choses s'apaisent, les choses se construisent, les projets naissent. Certains détenus ont construit de vrais projets et sont retournés à la vie civile dans de bonnes conditions, d'autres, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est cela. Et ce qui m'a été donné de constater, c'est que la cuisine apaise. Dès que je sens la tension monter en détention, on se pose, on cuisine un truc, et parce que l'on s'assoit, parce qu'on va parler d'une tomate, ça peut vous paraître bête, mais on va dire, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oui, moi je me souviens, ma grand-mère, les tomates, moi je suis d'origine italienne. » Et une histoire naît, une histoire assez pacifique finalement, on se comprend, on s'écoute, on se parle, c'est un peu le système je comprends l'autre. En Aikido on dit l'irimi, rentrer vers l'autre pour mieux le comprendre et puis peut-être avoir à le maîtriser. Mais la table vous permet cela. Et effectivement, comme ça a été évoqué dans Les Tables du pouvoir, j'ai beaucoup aimé ce livre, dans Les Tables du pouvoir, c'est ce qu'on ressent. C'est que par moments, on a invité son ennemi à table pour essayer peut-être de mieux le comprendre, je l'espère. Et ce qui fait que la cuisine est un outil de diplomatie aussi. Et comme ça a été évoqué autour de cette table, on ne s'assoit plus aujourd'hui autour d'une table parce qu'on a faim. On vient vivre une émotion, quelle qu'elle soit. Ça peut être une simple soupe. Vous avez évoqué le pain, voilà, la première base gastronomique. C'est le vrai métier de cuisinier, le vrai métier de boulanger, c'est de donner de la valeur ajoutée à des produits simples. C'est ça notre métier. Eh bien, avec un pain, de l'eau, de la farine, une levure fabriquée naturellement, si on le veut, on arrive à peu près à mettre tout le monde d'accord. C'est quand même merveilleux. Il n'y a pas d'ailleurs un chapitre du Nouveau Testament qui fait allusion à la table rassembleuse ? Il y a de multiples passages de l'Écriture, et d'ailleurs je pense pas simplement dans les Écritures canoniques judéo-chrétiennes, mais dans de nombreux livres sacrés où la table, le repas a une importance primordiale. Je poursuis ce que vous aviez évoqué. Vous n'avez pas parlé de l'expression « se mettre à table ». Ni cuisiner, qui est employé par certains de nos amis de l'administration, et qui évoque cette réalité que la table est un lieu où souvent la vérité va surgir. La table est un lieu où les choses cachées se révèlent. Et se mettre à table n'est pas simplement une dimension policière d'une enquête achevée, mais vraiment un processus qui permet une forme de naissance. Et on sait bien que entre le début et la fin d'un repas, beaucoup de choses ont pu bouger lorsque la cuisine, le repas a pu permettre un échange qui n'aurait pas eu lieu sans ce support. Alors justement, un échange qui n'aurait pas nécessairement eu lieu, c'est un échange entre les éboueurs invités par Valéry Giscard d'Estaing et les représentants de l'Élysée. Comment est-ce que vous expliquez, Jean-Marc Helbert, qu'à l'époque où il était président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et où il a eu l'initiative de cet échange, que ça a été tant critiqué ? C'est parce que Valéry Giscard d'Estaing est peut-être pas le premier, mais en tout cas l'un des premiers politiques à comprendre que le lien qu'il va tisser avec la nourriture peut expliquer d'une certaine manière le lien qu'un homme politique tisse avec son électorat.
Il suffit de voir chaque année le succès qu'ont les stands de nourriture au Salon de l'Agriculture et de voir tous les hommes politiques s'y faire prendre en photo. Il faut montrer que l'on fait peuple. Et Valéry Giscard d'Estaing avait intégré dans sa communication l'idée qu'il fallait faire peuple. Et quand on lui avait demandé quel était son plat préféré, vous savez qu'en général les hommes politiques donnent toujours des produits du terroir, parce que Pompidou, le chou farci, parce que ça rappelait ses racines auvergnates, ou Jacques Chirac et la tête de veau. Et Giscard avait eu la mauvaise idée de dire qu'il aimait les œufs brouillés à la truffe, ce qui, sur un plan purement gastronomique, est sans doute fondé. Sur un plan politique, est plus difficile à défendre. Et donc, il avait, on s'en souvient tous, commencé par s'inviter chez les gens. Il y avait un côté comme ça, le président se rend pour une soupe, pour un dîner chez les gens, et la presse lui avait fait le procès, un peu de condescendance. Il se prend pour Louis XVI, qui condescend à aller voir son peuple. Alors, il avait tenté de rattraper l'affaire avec l'affaire des éboueurs, un soir des vacances de Noël, en invitant, enfin plutôt un matin, excusez-moi, des vacances de Noël, en invitant au petit déjeuner des éboueurs. Et les éboueurs du faubourg Saint-Honoré étaient tous d'origine malienne. Bon, c'était comme ça, un fait. Et il avait remis comme cadeau, d'ailleurs, quelques produits alimentaires qu'il avait pris bien soin d'estampiller halal. Alors que la plupart de ceux qui étaient là étaient tous catholiques. Bon. Et si bien qu'à l'accusation de néo-monarchiste, on avait accusé Giscard d'être néocolonialiste. Et donc, voilà les effets retors, parfois, d'une tentative de communication autour de la nourriture. Alors, le fait de manger à table tous ensemble est quand même quelque chose d'assez français. Je lisais récemment un article de Courrier International où on voyait le témoignage d'une Américaine qui racontait que dans la culture française, qu'elle était fascinée par la culture française, que le fait de manger en France est associé à la joie de vivre et que c'est pas toujours le cas ailleurs. Mathieu Jonniot, vous qui êtes amené à voyager beaucoup, est-ce que cette commensalité, c'est un besoin universel ou est-ce que c'est vraiment une habitude strictement française ? Je vais faire peut-être un détour pour vous répondre ça. Je crois que même avant Louis XIV, la France a décidé inconsciemment ou consciemment de faire de la table un objet de pouvoir, une sorte d'étendard, surtout au moment où... et puis après la Révolution, il y a eu aussi le fait que la bourgeoisie et le peuple aient pu s'emparer, en tout cas enfin pas le peuple, mais en tout cas les bourgeois aient pu s'emparer de produits que seule l'aristocratie pouvait manger. Et du coup, l'aristocratie a trouvé comme parade d'inventer une cuisine beaucoup plus technique et beaucoup plus compliquée. Ce qui a fait que c'était plus le produit qui était inaccessible, mais le savoir-faire. Et à partir de là, la France a un peu été hégémonique sur les tables parce que les grands cuisiniers ont essaimé dans toutes les cours européennes. Je fais ce détour pour dire que pour beaucoup de restaurants dans le monde, pendant longtemps, se mettre à table, il fallait avoir une carte en français, manger français, ou à la manière des Français. En tout cas, avec bon, j'exagère un peu, il y avait aussi les Italiens. Les Japonais ont mis un peu plus de temps, il me semble, à comme ça, essaimer. Et du coup, c'est pas une spécialité nécessairement française, mais c'est sûr que par rapport aux pays anglo-saxons, où il y a un grand frigidaire, où on va piocher dedans devant la télé, où chacun mange selon sa pulsion, la France est encore un lieu où on cuisine, où on cuisinait en tout cas, et où on va se mettre à table et où ça a encore un sens. Mais je pense qu'en Italie, c'est le cas, au Japon, c'est le cas, il n'y a pas qu'en France. Mais il y a effectivement des sociétés, je pense, où la table n'occupe plus une si grande partie de l'appartement. Ce qu'on a pris aux Américains, en revanche, c'est la tendance à échanger des photos. Enfin, les réseaux sociaux sont quand même plutôt américains, enfin d'origine américaine, que ce soit les Instagram, Twitter, Facebook. Et aujourd'hui, tout le monde poste les photos de ses expériences culinaires, de son resto du vendredi soir, etc. Mon père, qu'est-ce que ça dit du rapport à soi et que disent ces pratiques de notre société ? Est-ce que le fait de manger relève désormais de l'intimité ou de la publicité ? Écoutez, je ne suis pas sûr que tous pratiquent le selfie gastronomique. Ça s'appelle du food porn, hein, je vous le dis. Voilà, faisons confiance aux spécialistes. Donc, je ne sais, je m'interroge pour savoir si c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va déterminer profondément. C'est une vraie tendance, en tout cas. Je ne dis pas que tout le monde le fait, c'est une vraie tendance. Oui, non, mais je n'en doute pas une seconde. Mais est-ce que c'est une tendance qui va marquer profondément ou non ? Je ne le sais pas. Je suis absolument incapable de vous répondre. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que toute personne sait par expérience vécue l'importance de ce moment qui va être, suivant les cultures, les pays et les traditions religieuses, vécues de telle ou telle manière, mais qu'il n'y a aucune société dans laquelle le repas, et en particulier le repas de fête,
qui est différent du repas quotidien, n'ait une place primordiale dans la structuration même d'une vie sociale. Donc, après qu'on prenne en photo ou non les choses, peut-être est-ce un luxe de pays riches. Enfin, Alors, on a pas mal parlé de, de ceux qui mangent, qui ont le plaisir de déguster, qui se prennent en photo ou pas. On a moins parlé de ceux qui préparent à manger pour les autres. Thierry Marx, dès lors que l'on parle de cuisine gastronomique, quelles sont les habitudes et les attentes du consommateur moderne? Quelle attention le cuisinier prête-t-il à ses convives lorsqu'il cuisine, le grand chef en ce qui vous concerne? Et quel sens est-ce que vous prêtez au fait de faire à manger pour les autres? Sens important, parce qu'il faut étonner. Il faut étonner dans la durée. Donc il faut s'investir dans une créativité permanente, je dirais. Ça, c'est très important, parce qu'on ne rentre plus dans un restaurant parce qu'on a faim, comme je l'évoquais tout à l'heure. On vient chercher une émotion. On vient par moments chercher une cuisine d'auteur. Un auteur qu'on aime, un auteur qu'on veut découvrir, ou un auteur qu'on n'aime pas. Et on vient finalement en découdre un petit peu avec cet auteur qu'on n'aime pas. Donc il faut se justifier à chaque fois et essayer de montrer qu'on est un auteur et qu'on va travailler dans ce sens-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il faut, avant de casser les codes pour être auteur, il faut apprendre à respecter les codes. Donc il faut apprendre ce métier. Et il faut l'apprendre. Qu'est-ce que c'est que le métier de cuisinier? C'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps. Alors quand je dis ça, on me dit... Oh là là, il est old school. Mais non, une échalote mal ciselée, ça fait une échalote indigeste. Dans un beurre blanc, c'est catastrophique. Donc c'est ce que je dis aux jeunes collaborateurs, je leur dis apprenez le geste, apprenez la coupe, la découpe précise, juste, maîtrise du geste, elle s'apprend assez vite d'ailleurs. Ensuite la maîtrise du feu, la maîtrise de la cuisson et le bon timing. Trop tôt c'est trop tôt, trop tard c'est trop tard. Une fois que vous avez ces valeurs-là, eh bien vous pouvez commencer à casser les codes et à réinterpréter. Et souvent, on s'amuse à réinterpréter des choses qui n'avaient plus de sens dans la haute gastronomie, ce qu'on appelle la haute gastronomie, ce qui m'insupporte un petit peu des fois. Et on s'est dit, quand on a voulu ouvrir Mandarin Oriental, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va... Tiens, on va revisiter un plat. Il ne faut rien dire, revisiter un plat, il faut connaître son histoire. Et on a pris l'histoire de la sardine pomme à l'huile. Est-ce qu'on peut inscrire la sardine pomme à l'huile dans un restaurant étoilé où les clients payent un certain prix? Et est-ce qu'on peut le réinventer? Ben oui, parce que la sardine pomme à l'huile, né d'ailleurs plutôt du hareng pomme à l'huile au XVIIIe siècle, qui de voyage en voyage arrive sur les tables de nos bistrots parisiens par le biais de la gare du Nord, et puis se répand, il n'y a plus assez de hareng, le hareng est un produit, il y a plus de sardines, on conserve ses pommes de terre avec de l'oignon, etc., etc. Est-ce que je peux le réinventer aujourd'hui? Alors il faut le redessiner. Et là, vous créez un petit plat avec un jeu de texture et de température. C'est ça qui va donner de l'émotion. La pomme de terre taillée différemment, croustillant, mais un moelleux à cœur. Ensuite, une sardine ou un hareng qui n'a plus besoin d'être conservé au sel. Le poisson voyage très vite aujourd'hui. Donc, c'est la température de la pomme de terre qui va réchauffer le poisson, qui va l'amener à température de consommation. Vous allez déguster, c'est beau, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Vous voyez, 3 temps. Et le 4e temps est le temps de la frustration pour passer à autre chose. C'est ça qui fait naître le désir. Donc, le métier de cuisinier aujourd'hui, c'est de faire naître le désir pour que le client pousse la porte et vienne s'étonner. Mais attention, étonner ne suffira pas. Et le chroniqueur gastronomique qui est là vous dira attention, si ça n'a pas de fond, si ça n'a pas de sens, si c'est un simple copyright, ça ne fonctionnera pas très longtemps. Vous confirmez? Mais évidemment, on veut du sens et de la force. Enfin, pour moi, la cuisine, j'ai une autre définition, même si celle-là me paraît magnifique, c'est que c'est une forme qui pense avec de l'aliment. Et justement, c'est pas juste s'alimenter, c'est le fait d'aller manger. C'est-à-dire, on en fait autre chose que juste se nourrir pour se sustenter. Et cette idée de donner forme à ce que la terre porte, d'aller le cueillir, le pêcher, le chercher, que ce soit aujourd'hui dans la ville ou enfin, dans des commerces, ou dans la nature, et de lui donner une forme pour qu'on l'offre, qu'on le vende, mais qu'on l'offre quand même à l'autre. C'est quand même pour moi cette idée d'une forme informe, une matière informée, qui pense à travers du silence qu'on reçoit comme ça. Donc effectivement, on a envie d'aller à la rencontre de l'autre et de se dire, il y a quelqu'un ici dans la cuisine, et sans doute j'y reviendrai, et de savoir ce qu'il nous a dit dans le fond de nos neurones intestinaux et dans la bouche aussi. Quoi. Je rebondis sur le fait d'offrir, parce qu'il y a dans la cuisine, Jean-Marc Albert, une dimension de, moins quand on va au restaurant, mais une logique de don et contre-don. Entre guillemets, je t'invite pour que tu m'invites donc je t'invite. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a toujours existé ?
Oui, parce que l'une des vertus de la table dans l'histoire, c'est aussi la recherche de cohésion. Et ça, depuis les banquets grecs, vous pensez bien que les Grecs ne mangeaient pas allongés par souci culinaire. Essayez de manger quand vous êtes sobre. Allongé, la tête appuyée sur un coude, c'est pas extrêmement simple pour la digestion. S'ils le font, c'est parce qu'ils recherchent quelque chose qui est la recherche de la convivialité. Vraiment, on parlait tout à l'heure de commensalité. C'est-à-dire que le fait de manger allongé empêche toute hiérarchisation de la table. Il n'y a pas de plan en U, il n'y a pas une puissance invitante et de part et d'autre de la puissance invitante, une hiérarchie des rangs qui vous rappelle votre rang dans la société, mais au contraire, cette recherche de la cohésion, comme il y a le partage du vin, le toast, qu'on a aussi, que les Grecs finalement préconisent, mais qui trouve vraiment son acception forte à l'époque médiévale, quand on l'appelait encore, toasté, voilà, quand on l'appelait encore toasté avant d'être anglicisé. Et puis, et qui en elle-même, d'ailleurs, était significative de sens. Si on prend l'usage de l'hydromel, par exemple, une boisson très intéressante, parce que en elle-même, elle signifie un type de relation, une boisson qui était extrêmement complexe à conserver, pas tellement à fabriquer, mais à servir. Donc elle était servie comme un don, un vrai don. Et ingurgiter de l'hydromel procurait évidemment un plaisir, un sens qui vous rappelle le don que vous êtes en train de recevoir. Et puis quand vous terminez la corne, parce qu'évidemment la corne est faite de telle façon que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de l'ingurgitation de l'hydromel, eh bien vous avez l'amertume. Et l'amertume vient vous rappeler qu'après le plaisir, après finalement le droit que vous venez d'obtenir, il y a un devoir, il y a le rappel que le lendemain, vous aurez un contre-don à faire à celui qui vous a fait ce cadeau. C'est l'essence même de la relation féodo-vassalique du Moyen-Âge. Je propose qu'on parle maintenant de la formation des nouvelles générations à une culture de la relation humaine, une culture centrée sur l'essentiel et non sur le gaspillage de la société de consommation. Mathieu Chognaud-Dallier, on entend souvent l'adage « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Qu'est-ce que notre façon de manger dit de nous, vous qui testez un peu partout dans le monde différents types de cuisine ? Je vais revenir juste un instant, même si ça ne me paraît pas si important, ce phénomène de prise de photos. Je crois que les gens prennent des photos aujourd'hui au restaurant parce que le restaurant est un lieu dans lequel on se montre, hélas. Et c'est, je pense, quelque chose d'assez rude pour les cuisiniers parce que... Vous confirmez que c'est rude? Je donne la parole tout de suite pour les cuisiniers. C'est pas forcément très agréable quand c'est dégradé et ensuite montré. Donc et posté instantanément. C'est-à-dire que même pour à la fois les collègues qui ne sont pas des concurrents, mais tout de même, un cuisinier, quand il trouve une idée, il aime avoir quelques temps pour que les gens la partagent. Si quelqu'un passe là pour dire « j'y suis » comme on est sur l'Everest, parce que les tables sont parfois difficiles d'accès, au-delà des raisons financières, il y a des tables relativement peu chères, dans lesquelles il faut plus d'un mois, même plus pour y aller. Donc y être et dire « je suis là et je mange ça », suffirait à dire qui on est. Donc voilà, après il y a des communautés, effectivement aussi, pour des raisons maintenant, on y viendra sûrement, d'allergie, de raisons de conscience écologique, etc. Du coup, il y a toutes sortes de mangeurs, et d'ailleurs il commence à y avoir des restaurants de niche, que sans gluten. Absolument, les no-glu. Voilà, des restaurants où on ne cuit rien au-dessus de 42 degrés parce que ça détruirait les vitamines, etc. etc. Donc, il peut y avoir des communautés, aujourd'hui, évidemment, au-delà des problèmes ou des raisons religieuses, pour... les rockstars aujourd'hui se revendiquent de la cuisine, les stars hollywoodiennes font un livre de cuisine, enfin la cuisine concerne à peu près tout le monde, et il commence à y avoir des micro-communautés. Et en effet, ces réseaux sociaux, ces sortes de selfies de l'assiette, je trouve une drôle de manière de se justifier. Voilà. Mon père, comment est-ce que le fait de bien manger conditionne le bien vivre? Comment une relation saine à la nourriture, qui ne réduit pas cette dernière à un but uniquement physiologique, inaugure déjà d'une vie bonne? Et quelle relation finalement entre l'appétit et le goût de vivre? Ça fait beaucoup de questions, vous allez me dire. C'est impressionnant, oui. La nourriture étant un lieu de sociabilité, de rencontre, d'échange, il est évident que si je ne sais pas être à table avec d'autres, cela signifie que pour une part, je veux échapper à ce que représente cette dimension de la vie sociale qui me met dans une situation où je m'expose, parce que je ne crois pas qu'on puisse être à table avec d'autres sans livrer quelque chose de soi-même. Donc la table, de ce point de vue-là, est un lieu primordial, et toutes les personnes qui, ici, ont eu la joie d'élever des enfants le savent. C'est l'un des lieux centraux de l'éducation d'une personne. C'est l'un des lieux où l'enfant va faire l'apprentissage du goût, des saveurs,
de la politesse, du respect du travail fait par sa mère ou son père qui aura préparé tel ou tel repas. C'est là aussi où il va être attentif aux besoins de l'autre. As-tu besoin d'eau? As-tu besoin de pain? C'est une expérience qui, dans la vie religieuse, est extrêmement révélatrice, qui est l'un des creusets où se façonne une expérience de vie commune. Lorsque un frère ou une sœur ne sait pas être à table avec ses frères ou ses sœurs, il y a très clairement un problème de vocation. C'est un lieu de discernement pour les supérieurs ou ceux qui accompagnent les jeunes. Quand quelqu'un à table ne sait pas être, on peut se poser la question de son rapport à lui-même. Sait-il être avec lui-même? Donc en ce sens-là, la table est un lieu absolument incontournable de la capacité d'estimer une personne, ce qu'est une personne en elle-même. Ça peut sembler un peu étrange, un peu paradoxal, mais je le crois parce que c'est aussi, alors le mot de don a été repris par chacun des intervenants, et comme prêtre, ça ne peut que me faire penser à cette réalité étonnante que la foi chrétienne connaît, et la religion catholique en particulier, qui est l'Eucharistie, qui est le don par excellence sous cette forme si simple et étonnante du pain, dans lequel la forme qui est présente dans ce pain et qui, dans la foi, est le Seigneur ressuscité, me forme intérieurement. Je suis formé par ce pain que je reçois pour devenir moi-même source de vie. Donc il y a là évidemment quelque chose qui, je crois pour toute personne créée, qui aspire au bien, il y a un passage qui, grâce à Dieu et grâce au saveur, est particulièrement heureux et savoureux. Alors, comment est-ce que la qualité de la cuisine de quelqu'un ou ce qu'il mange est un marqueur social? En quoi est-ce qu'on est conditionné par nos moyens matériels? Thierry Marx, selon vous, l'apprentissage de la cuisine permet l'accès à l'éducation et à la culture. En septembre 2012, vous avez organisé en partenariat avec Badois, pour ne pas les nommer, un repas gastronomique dans le RERC, au cours duquel 400 personnes, je crois, sont venues déguster vos plats. Les plats qui étaient servis par 90 maîtres d'hôtel pendant 25 minutes. Ils ne devaient pas avoir tellement l'habitude, j'imagine. En septembre 2013, toujours avec Badois d'ailleurs, c'est dans les embouteillages de la rue de Rivoli que vous avez récidivé, si j'ose dire, avec cette fois 1000 personnes qui ont eu la surprise de se voir servir un repas gastronomique dans leur voiture, là aussi servi par une centaine de maîtres d'hôtel, et là aussi tous, à mon avis, n'avaient pas eu le plaisir de connaître cette expérience sur 3 km de trajet. Est-ce qu'il s'agit d'une démocratisation de la cuisine gastronomique, d'un acte de partage? Quelles étaient vos intentions? Il y avait un message. Je n'ai pas fait ça pour l'esbrouf. J'imagine bien, justement, quel était ce message? Le message était simple à l'époque. Un ministre était venu me voir en me disant il faut faire la fête de la gastronomie. Et évidemment, il est toujours de bon ton, quand on fait la fête de la gastronomie, d'inviter les plus grands chefs à plumes à se réunir dans le meilleur établissement parisien, de faire une sélection assez élitiste des convives et de dire que c'est le démarrage de la fête de la gastronomie. Selon quoi, je n'étais pas partisan de cela, et je me suis dit, et si on faisait quelque chose complètement à contre-pied? Et qui ne entend parler de temps en temps de la gastronomie, ce sont ces gens qui travaillent, qui ont des fois des vies sociales très troublées, qui ont perdu des fois même le goût simple de passer à table. Et je rejoins mon père en disant que la table est un cadre éducationnel extrêmement important, même dans l'apprentissage du métier de cuisinier. Je me suis dit, allons vers ces personnes qui, par définition, n'ont pas accès à cette gastronomie. On y est allé, ça a été un vrai succès. Un vrai succès, pourquoi? Parce que si vous regardez les images sur Google de Badois Express, vous voyez ces gens qui vont accepter qu'on les dérange, qui vont accepter qu'on leur installe une table qui a été complètement pensée, qu'on leur nappe cette table, qu'on leur serve un repas dans les grandes traditions culinaires françaises et qu'on leur serve 3 plats sur 3 stations différentes. Et vous voyez ces gens qui dégustent, qui reprennent le sourire et qui finalement se mettent à se parler. Ils ne se connaissent pas. Ils se parlent, ils s'invitent, ils descendent à la 3e station, or que ce n'est pas du tout la station à laquelle ils étaient, et on crée un mouvement. Et ce lien social que représente la cuisine et la gastronomie est extrêmement important. Je voudrais juste revenir sur l'apprentissage que nous faisons à Cuisine Mode d'Emploi, par exemple, commence par l'apprentissage du savoir-être à table. Et là, je vous rejoins mon père en disant c'est comme ça qu'on apprend à être aussi avec les autres et à être soi-même. Et quand on apprend la bonne posture à table, à bien déguster, à comprendre ce que l'on mange, finalement, quand on va passer en cuisine, eh bien, on va comprendre ce qu'on va avoir à transformer. Et ça, c'est important. Important pourquoi? Parce que
Le travail du cuisinier, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est de donner un confort de dégustation à un produit tout en restant au plus près du goût originel de ce produit, sans le saboter. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez qu'il faut comprendre ce que l'on mange d'abord, et ensuite, on va pouvoir commencer à apprendre à le transformer. Vous l'avez dit, souvent les fêtes de la gastronomie, ce type d'événement reste assez élitiste. Pourtant, depuis quelques années, dans les établissements scolaires, on observe des semaines du goût. Mathieu Jonnieux-Dallier, vous connaissez bien les établissements scolaires, parce que je le disais en préambule, vous y enseignez les arts plastiques. Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, si important d'éduquer les jeunes générations au goût? C'est ma première question. Et est-ce que ces jeunes, c'est ma deuxième question, sont également suffisamment éduqués à la question du gaspillage? Je pense qu'évidemment, c'est fondamental parce que, comme on l'a tous dit à propos de la prison, ça met tout le monde d'accord. Et c'est une activité universelle. Et chacun, chez soi, prépare des choses. Donc, si l'idée n'est pas de venir montrer juste comment il faut manger et comment on doit manger, mais déjà de se poser la question de comment tu manges toi, sans que ça soit pour tout de suite aller donner des leçons de nutrition, etc. Partir de ce petit constat de que mange l'autre, le faire advenir à l'école, en effet pour des récits de toutes sortes, familiaux, originels, etc. Puis ensuite, s'intéresser au produit, parce que le produit, évidemment, c'est souvent quand c'est de l'animal. On parle souvent de protéines quand c'est des protéines animales, mais enfin, c'est de l'animal. Montrer que c'est un truisme, aujourd'hui, le steak haché n'est pas... Enfin, le poisson pané, le steak haché, etc., d'où ça vient. Remontrer ce que font beaucoup les Anglais avec Jamie Oliver qui a commencé à montrer qu'une aubergine, c'est comme ça, un poisson, c'est comme ça. Et du coup, se poser des questions sur la rareté, sur le fait quand même de sacrifier, parce que pour moi, dans un nuggets, par exemple, il est difficile de remercier le poulet qu'on a mangé. Et je pense que cette manière de ramener l'aliment, y compris sans doute de le faire, alors là c'est pas possible vraiment dans les écoles, mais de faire lever les filets d'un poisson pour moi, de faire lever une volaille, quitte à ce qu'elle soit pas très bien levée, qu'on tombe sur un os, qu'on tombe sur un cartilage, qu'on tombe sur un cœur, et que là on sait qu'on prélève quelque chose dans la nature, et que du coup en découle certainement ensuite moins de gaspillage, etc. Et que je pense que moi, j'ai peu de pratique de l'Église, mais j'ai eu des émotions qui ressemblaient presque à des prières pour moi en sortant de très grandes tables, où je me suis dit, mon Dieu, que la terre porte de belles choses. Je le savais, mais personne n'avait encore réussi à prendre juste de la chair et d'y insuffler quelque chose de si fort pour que ça revienne en soi et qu'on regarde ensuite le monde, l'endroit, le pays, la personne autour de soi différente. Et je pense que, évidemment, j'ai qu'une envie quand je suis à l'école, même si je ne suis pas payé pour ça en permanence, c'est de dire goûte, porte à ta bouche, respire, prends le temps, fais attention, vois comment ça te traverse et tente d'en dire 2 mots. Parce que pour finir, quand plusieurs personnes sont à table, de quoi commence-t-il à parler? De ce qu'ils mangent. Et donc ça fait immédiatement un terrain, un terroir, un terrain commun. Et ensuite, on peut aborder le reste. Pour rebondir sur les émotions que vous évoquiez et dont vous parliez très bien, mon père, déjà dans l'Ecclésiaste, le repas est présenté comme un lieu de joie et même comme le lieu privilégié de la joie de vivre. Je cite, « Je fais l'éloge de la joie car il n'y a pour l'homme sous le soleil rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir. Et cela l'accompagne dans son travail durant les jours d'existence que Dieu lui donne sous le soleil. » La Bible fait par ailleurs état de repas fastueux comme les repas de noces. En quoi nos repas sont-ils des expériences spirituelles, comme vous l'évoquiez au début, et est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'universel propre à toutes les religions? Je ne voudrais pas paraître cuistre, mais il me semble que oui, mais alors sous réserve d'inventaire par des spécialistes. Vous parliez de l'excellence des produits. C'est vrai que d'excellents produits, et en France on a une chance incroyable, d'excellents vins, à mon avis c'est quand même une preuve de l'existence de Dieu. Aussi en raison de ce que Dieu a donné comme intelligence à l'homme, pour être capable de transformer du lait de vache, un lait de brebis, du raisin qui pourrait être une abominable piquette, en quelque chose d'exceptionnel qui parle au cœur, au sens, à l'âme. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Quant à la question de l'écriture, je voudrais juste prendre une expression. J'ai évoqué tout à l'heure l'Eucharistie. La parole centrale de l'Eucharistie, la consécration, c'est « Ceci est mon corps ». Et ensuite, les chrétiens vont vivre ce qu'on appelle la communion. C'est quelque chose qui est central, c'est bien le rappel d'un repas. C'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité, puisque s'il n'y avait pas ce « ceci est mon corps » de manière plus large, aucun d'entre nous ne serions là. Puisque ceci est mon corps, c'est bien ce que l'époux et l'épouse
vivent l'un à l'égard de l'autre pour exprimer le don total de ce qu'ils sont. Ils donnent leur corps l'un à l'autre pour exprimer l'amour qu'ils portent dans leur cœur. Et ainsi, chacun d'entre nous est arrivé à la joie de l'existence. Il y a donc un rapport absolument central entre le don du corps, la communion, le repas et cette rencontre profonde que de toute manière la Bible proclame, chante et désire proposer comme pour rappeler à l'être humain que dans le jardin qu'est cette terre qui lui est confiée, il est appelé au bonheur et à l'exultation qui, nous le savons, sera plénière lorsque nous aurons vécu le passage de la Pâque, mais dont, grâce à Dieu et par la cuisine en particulier, et l'amour humain, nous avons déjà des avant-goûts formidables. Selon la formule de Brillat-Savarin, l'homme se nourrit, l'homme d'esprit sait manger. À ce sujet, Thierry Marx, on entend parfois le terme de gastrosophie. En un mot, gastrosophie, comment faut-il comprendre ce terme ? J'ai beaucoup de mal à expliquer déjà gastronomie, alors gastrosophie encore beaucoup plus. C'est une philosophie de la gastronomie ? Oui, c'est une philosophie de la gastronomie, c'est vrai. Je crois qu'on en fait un peu trop. Mais ce qui a été évoqué par le père est très intéressant. On a parlé d'intelligence. Ce qui est intéressant avec la cuisine, c'est qu'elle instruit. Et elle pousse à s'instruire. On parlait tout à l'heure de personnes qui sont incarcérées. Croyez-moi, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont vraiment en déficit d'instruction, très souvent. Et quand on parle cuisine, finalement, on va parler géographie, on va parler histoire, on va peut-être même parler religion. On va parler d'un tas de choses de façon très... Mais on va s'instruire. Et quand on reprend cette phrase de Brillat-Savarin, l'homme se nourrit, seul l'homme d'esprit sait manger, c'est ce que ça veut dire. J'ai bien aimé l'approche aussi avec les Saintes Écritures, c'est en disant le lait, oui, mais l'intelligence fait qu'on va le transformer. Et ça, c'est intéressant, cette connaissance qu'as-tu fait de ton talent. Et voilà, le talent de savoir traire la vache, mais en même temps, on va trouver le talent de produire de ce lait de vache un fromage et de produire aussi un revenu. Tout ça, c'est intéressant autour de la cuisine, parce que la cuisine, c'est tout ça. Alors évidemment, on est très emprunté, le temps est court, on pourrait passer des semaines à évoquer un tas de choses autour de la cuisine et de ces gastrosophies, c'est une philosophie de la gastronomie, ben oui, pourquoi pas, mais la gastronomie appelle à l'instruction, la cuisine appelle à l'instruction, parce qu'effectivement, moi je trouve que cette phrase de Brillat-Savarin sonne juste, l'homme se nourrit, seul l'homme d'esprit sait manger. Et je vous assure que quand je le constate en détention, ou chez des jeunes gens qui sont placés déjà sous main de justice dans le cadre des épides, eh bien, quand on passe à table, ce cadre éducationnel de la table est un moment important, qui est aussi important en cohésion sociale que d'aller faire du sport ensemble. Et c'est ça qui va durer, qui va durer chez eux, c'est ce souvenir de ce qu'ils vont avoir vécu à table. D'où l'importance d'ailleurs de leur transmettre, de protéger notre patrimoine culinaire en transmettant. Et je veux dire, la première, vous avez évoqué tout à l'heure ma formation chez les Compagnons des Devoirs. Je vais vous donner une anecdote. Certains sont peut-être des anciens, toujours chez les Compagnons des Devoirs. Quand j'étais des jeunes sociétaires, je suis entré à table, je m'assois à table, très impressionné, je n'avais pas forcément le droit à la parole, mais pour prendre la parole, il y avait un rituel. On demandait à un ancien de demander à la mère si elle nous autorisait à prendre la parole. Donc la phrase était ainsi faite. Notre ancien, je voudrais prendre la parole. Donc l'ancien se levait, mettait son chapeau, et disait « Notre mère, un jeune sociétaire demande la parole. Payse coterie, acceptez-vous que sociétaire prenne la parole ?» La mère disait en général « Oui ». Ça refaisait le tour de la table, vous aviez oublié en général la question que vous vouliez poser, et c'était fini. Vous avez compris que dans cette société, il va falloir écouter un petit peu autour de cette table ce qui s'y produit et ce qui s'y fait, avant de vouloir en imposer à table. Eh bien, vous voyez, c'est une notion de table qui, en général, on partageait la soupe et le pain en commun, c'était la seule chose. Mais ça nous a appris à savoir être. Et en cuisine, vous retrouvez la même chose. Quand, à Cuisine Mode d'Emploi, on achète des produits, nous achetons des produits de grande qualité. Nous racontons leur histoire, d'où ils viennent et par qui ils ont été produits. Et on dit à ces jeunes gens, attention, vous allez les transformer. Et là, il faut aussi avoir du respect pour le produit. Alors, je veux dire que certains gamins qui disent, respect pour le poulet. Mais quand ils ont eu l'éleveur qui est venu les voir, qui leur a expliqué ce que c'est que ce poulet, comment il était élevé, comment il allait les nourrir, pourquoi il était plus riche en protéines, et pourquoi avec un poulet comme ça, il serait plus rapidement à satiété qu'avec un simple nugget qu'on a évoqué tout à l'heure. Eh bien, ça a du sens. Redonner du sens, la table, la cuisine donne du sens. Et c'est une des grandes forces de la gastronomie française, qui nous est enviée par tous.
Et on est là, timoré, à vouloir se dire, est-ce qu'on est encore les meilleurs? Mais oui, on est encore les meilleurs. Ce respect pour le... Pardon, allez-y, je ne sais pas. Je voulais juste dire que cette idée quand même que bien manger est réservé aux hommes d'esprit ou aux hommes de pouvoir, c'est quelque chose pour lequel, en tout cas au fooding, on a un peu toujours lutté, parce que je pense que quiconque se retrouve à avoir la chance, parce qu'il faut être sur le trajet d'un bon produit, et de quelqu'un qui a la main belle. Mais quiconque retrouve ça, je pense que peu de gens passent à côté, quel que soit le degré de culture et de raffinement, et que la table a souvent été lieu dans l'art de recevoir à la française, de faire passer un entretien d'embauche au gendre, à la famille ou à la personne qu'on emploie pour savoir comment on emploie le 5e couteau à gauche à la sortie de la cuisine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a aussi ça sans doute qu'il faut démystifier pour se dire que la bonne cuisine appartient possiblement à tout le monde et que, avec ou sans esprit tel que... Enfin, voilà, l'esprit des uns et des autres. Mais je vous interromps là-dessus, pardonnez-moi, mais quand vous parlez du fooding, le fooding est un mouvement formidable qui a réveillé les cuisiniers, je le reconnais, fait par des journalistes formidables. Emmanuel Rubin est un monsieur formidable, instruit, intelligent. Oui, Alexandre Camas. Et Alexandre Camas aussi, que je connais aussi. Donc c'est un genre formidable. Mais le fooding a touché une niche de gens instruits. Certes. Et vous le reconnaissez. Quand vous venez dans mon quartier, que ce soit à Sarcelles, à Mantes-la-Jolie, le fooding, on ne sait pas qui c'est. Il y a des restaurants dans le 93, à Saint-Denis, on a une petite adresse à 6 Je vous euros, l'accorde, voilà. Nous avons une classe moyenne aussi en Seine-Saint-Denis. Mais je vous assure que quand vous demandez dans la cage d'escalier ou au collège de la Seine-Saint-Denis à Sarcelles ou à Mantes, le fooding ne connaissent pas. Évidemment. Donc, quand on parle d'instruction et d'instruction à l'école, je milite très sérieusement pour qu'on remette des chefs dans les écoles, qu'on n'accepte plus ces sociétés qui livrent des plateaux qui sont mangés ou pas mangés, peu importe, on s'en fiche un petit peu, c'est que ça a coûté moins cher. C'est de redéfinir qu'il y a à mettre des artisans dans les écoles et qu'il y ait une économie de la qualité. Et une baguette à 80 centimes d'euros ne peut ne pas avoir de sens, et une baguette à 1 euro peut avoir du sens et protéger une filière. Mais faut-il encore savoir lire ce discours et comprendre ce discours? Et c'est pour ça que quand on intervient dans les quartiers qu'on nomme pompeusement politique de la ville maintenant, eh bien, il faut ramener de l'instruction et que c'est important. Vous avez parlé, Mathieu Genest-Dallier, d'art de recevoir. Thierry Marx, vous avez parlé de respect pour le produit. Jean-Marc Albert, en quoi la cuisine est-elle un art et la cuisine de tous les jours devrait-elle être un art et chaque repas une fête? Dans les années 70, il y avait un roman qui est devenu un film célèbre qui s'appelait Soleil vert et qui nous prédisait qu'en 2000, on ne mangerait plus que des carrés, des pilules, des plaquettes, parce que faute de ressources, parce que faute de temps, parce que pris dans la société de la vitesse, de la contemporanéité, on n'aurait plus le temps de manger. Je me rends compte en écoutant les interlocuteurs, et puis en regardant simplement le panel audiovisuel ou radiophonique. Le succès des émissions on n'a jamais eu... Et puis, pas uniquement des émissions où on vous apprend à faire des choses, mais on essaie de faire en sorte qu'un dîner soit presque parfait, qu'on essaie de mettre autre chose que des produits dans l'assiette. Il n'y a jamais autant de publications. Et finalement, jamais les gens m'ont paru autant se passionner pour la nourriture. Et je pense, souvent c'est un discours que j'ai du mal à faire passer auprès de mes étudiants, qui me disent monsieur, oui, c'est très bien de faire du plat de tous les jours un art, mais comment faire? Mais comment faire avec des carottes râpées à la vinaigrette si vous vous amusez à cercler vos carottes pour en faire une belle forme, si vous mettez votre filet de vinaigrette sur le côté, si vous découpez votre citron au-dessus, vous mangez plus des carottes râpées, vous êtes devenu un créateur. Bon, et les Français sont passionnés par ça. Je crois même il y a le terme de foodies pour les passionnés de la gastronomie. Et faire finalement du repas simple un art de fête, c'est à mon avis d'abord donner du sens, parce que je crois que c'est ça, face parfois à la pénurie, mais aujourd'hui face à l'abondance de produits, on cherche du sens parce qu'on veut savoir ce qu'on doit et ce qu'on peut manger. Mais c'est aussi, à mon avis, ce qui explique pourquoi le repas des Français est devenu patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce qu'on n'a pas compris au départ, en disant mais le patrimoine de l'UNESCO, ça devait être notre gastronomie. Non, parce que chaque jour doit être un repas de fête. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, mon père, dans les communautés religieuses, les repas revêtent en effet une importance toute particulière. Parfois, certains ont lieu en silence. Alors, est-ce que ce n'est pas nier la convivialité et quel est l'intérêt justement de manger en silence pour justement donner toute leur importance à ces repas? C'est un type très particulier de communautés religieuses que sont les communautés religieuses monastiques,
qui ne sont pas toutes les communautés religieuses. Et si le choix est fait dans les communautés monastiques du repas en silence, c'est parce que la personne qui a désiré ce genre de vie commune cherche d'abord et avant tout Dieu. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que ce soit dans les communautés bénédictines ou cisterciennes que la qualité du repas des religieux soit la meilleure. Mais probablement dans les communautés de vie apostolique, dans lesquelles il y a, même s'il y a des repas en silence, la plupart des repas sont pris avec des échanges. Là, il y a une attention plus grande qui est portée de manière habituelle à la qualité du repas, parce qu'on en connaît l'importance. Alors même chez les moines, le repas du jour de Pâques va évidemment être différent de celui d'un jour de carême ou de celui d'un jour ordinaire, bien évidemment, mais je crois que c'est moins important pour eux que ça ne l'est dans une communauté de vie apostolique. Mais avec juste, je me permets de réagir, lorsque vous disiez qu'il faudrait que chaque repas soit un repas de fête, je trouve ça exténuant et fatigant. Je préfère bien davantage qu'il y ait une qualité moyenne de repas que nous puissions avoir, d'autant plus qu'un repas de fête est assez onéreux, peut-être assez onéreux, parce que si tous les repas sont des repas de fête, comment va-t-on marquer la fête ? Alors ça me semble indispensable qu'on puisse marquer cette différence, qui par exemple va être, dans un certain nombre de familles, d'aller dans un restaurant où on sait qu'il va y avoir quelque chose d'exceptionnel et qui va sublimer et accompagner un moment particulier d'une vie familiale qu'il va enrichir. Mais je vais à la fête tous les jours, j'y crois, c'est peu. Dans le type de cuisine que vous savez faire, c'est la fête tous les jours. Oui, c'est la fête tous les jours, mais je ne veux pas défendre mon voisin, il n'a pas besoin de moi pour cela. Mais mon père, dans cette notion de la fête, il y a la fête du partage et de l'abondance, qui est une notion de la fête, mais fais-toi plaisir à toi-même. Se respecter, c'est aussi respecter ce qu'on va mettre dans son assiette, et de se faire une fête de manger, ça redevient du sens. J'entends là-dessus, par exemple, un détenu qui est longuement incarcéré va prendre du temps pour manger des choses pas très bonnes. Et plus il va s'instruire, plus il va considérer que c'est important pour lui de revenir à ses valeurs de bien se nourrir. Parce que dans bien se nourrir, se faire la fête, se faire plaisir en mangeant, ça permet aussi de protéger son capital santé. Donc dans cette notion de fête, il n'y a pas forcément la fête de l'abondance et d'une hyper-convivialité. Dans le simple fait d'une carotte râpée, vous arrivez presque à faire 3 plats avec un peu de créativité. Donc vous voyez que... Voilà, je termine là-dessus, mais bien nourrir plaisir, le corps et l'esprit. Préserver notre santé, préserver le corps et l'esprit. On est malheureusement obligé de s'arrêter là, on pourra en parler des heures. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Mardi prochain, nous parlerons de l'économie du partage et chercherons à comprendre si elle porte vraiment bien son nom. D'ici là, bonne semaine à tous.